Alors moi je suis Toussaint Cortichiatto, je suis psychopraticien, analyste transgénérationnel, je travaille à Ajaccio, j'ai un cabinet au 21 rue de Rivoli, au Casone. Ma spécialité, c'est donc l'analyse transgénérationnelle, c'est-à-dire que je travaille sur les histoires familiales, mais pas seulement, sur les traumatismes qui ont impacté des individus ou des groupes familiaux. Et on travaille sur la manière dont ces traumatismes produisent des effets sur les générations suivantes. Vous allez comprendre ce que je fais parce que le thème de ce soir va parler de cette discipline-là et de ce qu'on y rencontre, et parfois c'est très étonnant, parce que des expériences vécues par nos ascendants, que nous les ayons connues ou pas, des expériences qui ont été insuffisamment assimilées par eux, peuvent avoir de lourdes influences sur nos vies, et ces influences vont opérer à notre insu et vont être très actives. Alors ça a l'air complètement contre-intuitif, parce que si nous raisonnons, tous les êtres sont séparés, bien sûr nous naissons dans des familles, mais est-ce qu'un ascendant, est-ce qu'un ancêtre que l'on n'a pas connu peut avoir, sa vie en tout cas, est-ce qu'elle peut avoir une influence sur nous? Ça semble très, très étrange. D'où le titre de cette conférence, un titre assez long. Non, mais vous pensez vraiment que connaître l'histoire de ma famille va m'aider à résoudre mes problèmes? Ça paraît effectivement logique, même d'une logique implacable. Et pourtant, c'est de ça dont on va parler ce soir. Et qu'est-ce qui empêche la compréhension de cette chose qui, moi, me semble si simple, mais qui échappe à tant de gens? Qu'est-ce qui nous empêche de comprendre comment ces phénomènes opèrent? Eh bien d'abord, il y a quelques éléments qui nous empêchent de comprendre et de ressentir ces influences. D'abord, parce que l'inconscient est beaucoup plus complexe que ce que Freud en a dit. Et même si l'inconscient fait partie aujourd'hui de notre bagage culturel, l'inconscient concerne toujours les autres. Nous avons, chacun d'entre nous, beaucoup de mal, moi un peu moins. Mais la plupart d'entre nous avons du mal à accepter qu'il se passe quelque chose en nous que l'on ne comprend pas, que l'on ignore et que l'on ne maîtrise pas. C'est une vraie blessure narcissique, c'est une vraie étrangeté que quelque chose se passe en nous alors que nous l'ignorons. Que notre conscience, que notre volonté, que notre désir de maîtrise soit ainsi pris en défaut est toujours très durement ressenti quand cela se manifeste et qu'on ne peut plus le nier. Alors donc il n'est pas aisé de reconnaître que quelque chose se passe en nous et que nous ne pouvons pas le maîtriser. Et même que quelque chose se répète et que notre volonté n'arrive pas à en venir à bout. Et puis, il y a d'autres éléments qui empêchent notre compréhension de ces influences, c'est qu'il existe un triple décalage. Un triple décalage entre les événements et les effets perçus. D'abord, un décalage dans le temps. Un événement va être vécu par un ancêtre et un effet va être perçu, vécu par un descendant. Il peut y avoir jusqu'à 100 ans d'écart, et même plus parfois. Mais décalage dans le temps, ce n'est pas le seul décalage. Il y en a un autre, c'est un décalage de personnes, puisque un ascendant a vécu un trauma, et puis un descendant vit les effets de ce trauma. Donc deux personnes différentes. Et puis, troisième décalage, c'est la forme. C'est sur la forme, c'est-à-dire qu'un événement a été vécu, un événement qui peut être raconté, un accident, une mort brutale, peu importe le fait, et bien l'effet auquel cet événement va donner lieu quelques années, quelques décennies plus tard, ces effets vont avoir un rapport, mais symbolique, avec l'événement lui-même. Donc il va y avoir un travestissement de l'événement, l'effet va se manifester travesti, et
nous connaissons tous cette manière de travestir ces événements, ça s'appelle des symptômes. Ainsi, nous pourrions avoir un grand-père qui a perdu sa mère à la naissance, et puis une petite fille qui a développé une phobie de la grossesse. On a donc un décalage dans le temps, on a un décalage en ce qui concerne les personnes touchées, et puis on a un décalage dans l'expression du trauma initial. Le trauma, c'est une arrière-grand-mère qui meurt en couche, et une arrière-petite-fille, donc, qui va développer une phobie de la grossesse. Voilà le genre d'exemple qu'on va avoir, que je vais vous présenter ce soir. Vous aurez plusieurs exemples, et vous pourrez vous rendre compte de ce qui se passe en détail dans cette transmission. Mais même quand, je vais faire appel à votre expérience, quand un événement nous touche, nous pouvons vivre quelque chose de difficile ou vivre très tranquillement l'événement, ou alors simplement être un peu peiné, etc. Et puis, quelques années plus tard, 1 an, 2 ans, 10 ans, nous pouvons développer une dépression. Nous pouvons développer une maladie psychosomatique, nous pouvons développer un cancer. Et ce sera très difficile pour nous, comme il y a un décalage dans le temps, de faire le lien entre l'événement initial, qui a été un choc qui a laissé des traces, et l'effet qui va être perçu par vous plus tard. La particularité de la souffrance psychique, j'ai eu l'occasion de le dire ici même, c'est que plus elle est intense et plus elle est muette. C'est une particularité qui est à l'inverse donc de la souffrance physique, où en général, lorsque l'on se blesse, on ressent la douleur, et lorsque l'on va mieux, eh bien, on ne ressent plus de douleur. Eh bien, pour la souffrance psychique, c'est un peu différent. Parce que il reste une place devant, si vous voulez. J'ai arrêté de postillonner depuis... Donc la souffrance psychique peut être muette quand la souffrance est particulièrement intense. C'est une particularité, ce qui ne nous arrange pas pour savoir que nous sommes en souffrance. Pourquoi elle peut être muette? Parce que des mécanismes de défense très puissants peuvent se mettre en place, et vous en verrez tout à l'heure, je vous en expliquerai quelques-uns. Sur la forme que vont prendre les symptômes, en général, on rencontre dans cette clinique des phobies, des TOC, troubles obsessionnels compulsifs, des maladies psychosomatiques. On peut rencontrer aussi des bouffées délirantes qui vont être assimilées à une schizophrénie, par exemple, mais ce n'est pas une schizophrénie. On peut avoir aussi des comportements inhabituels, comme cet homme, père de famille, qui un soir rentre chez lui après être passé chez un coiffeur et s'être fait teindre les cheveux en roux. Et quand sa famille lui demande pourquoi il a fait ça, il ne peut pas l'expliquer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a atteint l'âge qu'avait sa mère quand elle est morte d'un cancer, et sa mère était rousse. Voilà le genre de phénomène que l'on peut rencontrer, quelque chose qui a l'air d'être une sorte de pilotage automatique dans des moments de grande angoisse, de grande fragilité. C'est ce qui a fait comparer ces manifestations à de la possession. Ces personnes sont hantées, disaient les psys dans les années 70, ceux qui recevaient ce genre de clientèle. Près de 50 ans plus tard, on se rend compte qu'il n'y a aucune possession. On est beaucoup plus familiarisé avec ces phénomènes, et en fait, ces phénomènes peuvent potentiellement toucher chacun d'entre nous. Alors, nous avons beaucoup progressé parce que
les psychanalystes, après Freud, ont travaillé avec des personnes qui étaient normalement exclues de la psychanalyse, c'est-à-dire ceux qui ne possédaient pas la parole, les nourrissons, les enfants autistes, les enfants psychotiques, et tous les psychanalystes ou tous les psychiatres qui ont travaillé avec ces enfants qui n'avaient pas la parole ont reçu les parents avec ces enfants, ont reçu les grands-parents, et tout à coup une histoire sur 3 ou 4 générations s'est déroulée, et on a pu donc noter des répétitions, des phénomènes qui pouvaient expliquer, au moins symboliquement, ce que les nourrissons, les autistes, les psychotiques ou d'autres bébés souffrants pouvaient ressentir. Tous ces psychanalystes, tous ces psychiatres qui ont travaillé avec ces enfants privés de parole ou dont la parole était délirante, ont fait progresser le domaine transgénérationnel, et aujourd'hui ce domaine est le plus foisonnant en termes de publications, d'études dans le monde psychanalytique. Il y a eu aussi beaucoup d'avancées en neurosciences, et ces avancées, depuis une vingtaine d'années, nous permettent de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Ça donne évidemment, bien sûr, une assise scientifique à ce que tous les psychanalystes concernés ont pu noter, et je vous en parlerai tout à l'heure, notamment des neurones miroirs ou des neurones en fuseau, qui sont 2 découvertes étonnantes à la fois, qui sont connues, enfin les neurones miroirs un peu plus que les neurones fuseaux, parce qu'on les a découverts il y a finalement peu de temps, et vous verrez vraiment l'impact que ça peut avoir sur la compréhension que l'on a de ces phénomènes. Alors, venons-en donc à quelques expériences que je vais vous citer là. Tous les cas que je vais vous citer sont des cas vrais, réels. J'ai simplement modifié les prénoms des personnes qui m'ont consulté. Je vous citerai aussi des cas qui sont cités par d'autres psychanalystes. Bon, je vais commencer par Annette. Alors, Annette est une femme de 63 ans qui me consulte à la demande de son généraliste parce qu'elle souffre de vertige, elle souffre d'insomnie, elle a des douleurs à la jambe qui l'empêchent de se déplacer comme elle le souhaiterait, mais ce n'est pas tellement ça qui l'inquiète, c'est qu'elle a le sentiment de disparaître. Et non seulement elle a le sentiment de disparaître, mais elle est très angoissée parce qu'elle a peur de mourir seule. Alors cette femme est mariée, son mari est toujours vivant, il vit avec elle, ils s'entendent très bien, ils ont une vie très sociale. Elle a une fille qui habite en Angleterre, et donc la peur de mourir seule m'intrigue, parce que, évidemment, elle n'est pas seule du tout. Et en plus, tous ses bilans de santé sont impeccables, c'est-à-dire que pour son âge, elle est en pleine forme et elle devrait normalement vivre longtemps. Donc ses symptômes sont étranges et on va visiter un peu son histoire. Il se trouve que ces symptômes vont disparaître en quelques séances lorsque l'on met à jour 2 phénomènes. Le premier, c'est qu'elle a 63 ans, l'âge qu'avait sa mère quand sa 2e fille est morte d'un cancer. Et deuxième fait, la fille d'Annette a aujourd'hui 36 ans, l'âge qu'elle avait elle-même quand sa sœur est morte. C'est ce qu'on appelle, cette double configuration, le syndrome d'anniversaire. Et dans ces moments-là, il y a une grande angoisse qui saisit les personnes qui arrivent à un âge qui est très marqué familialement, sans que la personne ne fasse de lien entre l'âge qu'elle a et l'événement traumatique. Quand on fait le lien, c'est une surprise, c'est un choc. Mais ce choc ne suffit pas pour libérer la personne, parce que, dans un premier temps,
de faire apparaître ce qui est en toile de fond de l'angoisse, au contraire, ça augmente l'angoisse. Et on se dit alors, oui, alors c'est ça, alors je vais mourir. Et donc c'est en travaillant sur quelque chose qui est enquisté, qui est resté enquisté du problème qui a été vécu, de l'événement qui a été vécu, que les symptômes vont lâcher. Alors, je vous ai représenté, je vais vous expliquer comment... vous voyez dans le fond, un peu? Non, pas du tout. Hein. J'ai l'impression que vous manifestez là. Non, non, mais restez. Alors, je vais vous expliquer. Même si vous ne voyez pas, vous allez comprendre le schéma. Ça, c'est le schéma quand Annette me consulte. Elle a 63 ans, elle est mariée, elle a une fille de 36 ans qui vit en Angleterre. Ses deux parents sont morts et sa sœur est morte quand elle avait 36 ans. Voilà, la situation familiale. Et quand elle a vécu ce drame, c'est cette configuration-là. Annette avait 36 ans, sa mère en avait 63 et sa sœur en avait 33. Donc on est dans la double configuration d'un rappel d'âge. Et qu'est-ce qui a fait que tout à coup ce phénomène se déclenche? Bien sûr, c'est cette double configuration qui crée beaucoup d'angoisse. Un phénomène qui est perçu inconsciemment mais pas consciemment. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Annette pour qu'elle puisse vivre cette chose-là, que ça se déclenche d'un coup? En fait, quand sa sœur a été malade, Annette vivait au Canada. Elle était donc loin de sa famille. Sa mère et son père sont allés soutenir sa sœur dans sa maladie en province. Donc ils ont déménagé et se sont installés près de cette sœur qui était souffrante pour donc l'aider à guérir. Cette sœur est morte et quelques mois après, un mois et demi après, le père est mort de chagrin. Annette, elle, était au Canada, n'a pas pu rentrer parce qu'elle était dans une histoire conjugale très compliquée. Elle n'avait pas d'argent, elle avait perdu son travail et elle ne pouvait pas rentrer soutenir sa mère. Donc elle était à distance, elle avait des nouvelles irrégulièrement et elle se représentait, ça on a pu évidemment en parler après et l'élaborer après. Elle a essayé de se représenter ce qui se passait là-bas avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de culpabilité, et pour essayer de tenir le coup, elle essayait parfois de ne plus y penser. Et donc elle a tenu le coup en gardant en elle tous ses affects, toutes ses représentations, pour essayer de se prémunir contre une culpabilité envahissante. Quand elle a pu rentrer en France, elle est venue soutenir sa mère, qui était donc toute seule, c'est-à-dire qu'elle s'était installée dans une région où elle ne connaissait personne, elle avait perdu son mari, elle avait perdu sa fille. Et Annette a dû abandonner tous ses projets qui étaient en cours. Elle a quitté son compagnon pour s'occuper de sa mère. Et là aussi, elle a dû laisser en elle, enquister, tout ce qu'elle a ressenti de cette situation. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans les symptômes d'Annette? On retrouve la peur de disparaître, qui est une peur, évidemment, qui a eu lieu, c'est-à-dire la sœur est morte, le père est mort, et puis la peur de mourir seule est un sentiment qu'a connu sa mère, puisqu'elle a été toute seule, et qu'elle a dû faire face toute seule à ces deux morts tragiques en très peu de temps. Donc vous voyez comment on peut vivre un effet en décalé d'un drame qui a été vécu. Mais quand je vous présente ce cas, la personne, Annette, a vécu les événements. Elle y a assisté, même à distance au Canada, et donc elle connaît l'existence de ces événements. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose, d'un autre cas qui est présenté dans un livre qui s'appelle « La dette de vie ».
de Monique Widlowski. Monique Widlowski, elle est psychanalyste, elle est neuropsychiatre, elle est spécialisée dans la maternité. Et donc elle raconte dans son livre l'histoire de Nicole. Alors Nicole, c'est une patiente qui est dirigée vers Monique Widlowski parce qu'elle a cette particularité dramatique, c'est qu'elle a déjà perdu 3 garçons presque à terme. C'est-à-dire que les 3 garçons sont arrivés à 7 ou 8 mois et sont morts. Et elle est enceinte d'un 4e enfant quand elle est confiée à Widlowski. Et quand elle apprend, Nicole, que son enfant est encore un garçon, à ce moment-là, elle a des contractions et elle risque de perdre cet enfant. Il y a un protocole psychothérapie qui est mis en place. Elle parle tous les jours parce que Widlowski travaille dans la maternité. Et dans le chaud de l'action, je dirais, en pleine angoisse, voilà que Nicole retrouve une donnée familiale. Elle a un grand-père qui est mort en déportation. Alors on me dirait, quel rapport? Le rapport, c'est que Nicole a voulu prénommer ses 3 garçons morts avec le même prénom. Et ce prénom est le prénom du grand-père. Et le travail qui a consisté, le travail thérapeutique avec Nicole, a consisté à questionner le père qui était toujours vivant, ce père qui a perdu donc son père en déportation quand il avait 12 ans, et essayer de reconstituer, de redonner chair à ce grand-père que Nicole n'a jamais connu, dont elle l'a très peu entendu parler, des photos, des histoires, comment son père se rappelle de cet homme-là, et donc on redonne corps à cet homme disparu, à ce fantôme qui visiblement hantait Nicole. Et quand Nicole peut raconter, puisque ça se termine bien, le 4e enfant est un garçon et il naît en pleine santé. Et Nicole dira plus tard, j'avais le sentiment d'être enceinte d'un zombie, d'un enfant mort, bien avant qu'il meure. Et la seule différence entre les 3 premières grossesses et la 4e, c'est le travail fait en analyse avec Widlowski. Alors on confond souvent les termes transgénérationnel et intergénérationnel. Je vais juste dire un mot parce que c'est important. L'intergénérationnel, c'est ce qui s'échange entre 2 générations qui se côtoient. Et le transgénérationnel, c'est ce qui traverse les générations sans que les générations se côtoient. Il n'y a pas de transmission transgénérationnelle. C'est un abus de langage. Il y a toujours des influences. Je vais vous dire pourquoi je sépare les 2 termes. La transmission, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui passe directement à un autre individu. Or, il n'y a jamais rien qui passe directement, c'est une appropriation. Et vous allez comprendre pourquoi dans les exemples que je vais vous montrer après. Donc il y a une part active d'un enfant pour élaborer ce que nous nommons, nous, un fantôme. Et donc, il n'y a rien qui se transmet en sautant des générations, tout se transmet d'une génération à l'autre dans un lien de proximité. Et dans ces liens de proximité, on peut observer directement ce qui se passe. Parce qu'il y a des échanges émotionnels, des échanges de communication, verbale et non verbale. Il y a des échanges de photos, il y a des échanges d'objets. On parle, on vit et on ressent. Et alors, un exemple qui est présenté par Serge Tisseron, qui est
vous connaissez sans doute, qui est psychiatre, qui est docteur en psychologie, qui est psychanalyste aussi et qui est un chercheur associé à l'Université de Paris 7, qui présente ce cas très particulier, mais qui est tellement commun. C'est une jeune mère qui allaite son enfant et qui, à chaque fois, a peur qu'il s'étouffe. Et comme elle a peur qu'il s'étouffe, alors elle retire le biberon rapidement. Le problème, c'est que le bébé ne s'étouffe pas. Enfin, pas dans un premier temps. Pourquoi la mère retire le biberon? Elle retire le biberon, certes, parce qu'on a dû lui dire, les médecins ont dû lui dire attention qu'il ne s'étouffe pas, mais ces conseils sont donnés à toutes les mères en général. Elle retire ce biberon régulièrement, et le bébé pleure, évidemment, parce qu'on lui retire quelque chose qui lui est précieux. Et puis à chaque fois qu'on lui représente le biberon, au bout d'un certain temps, il tète goulûment au point de s'étouffer. Et donc la mère est renforcée dans son angoisse qu'il ne s'étouffe. Et quand on travaille avec cette personne, quand Serge Tisseron travaille avec cette personne, elle raconte son histoire, et dans son histoire, le lien intergénérationnel, c'est avec sa mère, évidemment, et sa mère souffrait de crise d'asthme. Et cette dame s'inquiétait, s'angoissait que sa mère puisse mourir étouffée par une crise d'asthme. Mais ça ne suffit pas à expliquer pourquoi cette angoisse ensuite. Il y a une grand-mère, donc l'arrière-grand-mère de ce bébé, qui est morte étouffée. Et ça, par contre, ça n'a pas été parlé, en tout cas insuffisamment. La grand-mère a vécu ce drame de perdre sa mère qui est morte d'étouffement sans pouvoir la sauver, c'est-à-dire qu'elle était présente et elle n'a rien pu faire. Cette douleur, elle n'a pas pu la verbaliser, elle n'a pas pu l'assimiler, elle n'a pas pu la travailler, elle a ressenti une très forte culpabilité, c'est devenu ce qu'on appelle un clivage, qui a engendré un secret qui n'est pas un vrai secret, c'est un non-dit ou un mi-dit, c'est-à-dire que les choses sont sues en partie, mais n'ont pas été élaborées. Et donc, je vais quand même vous représenter, pour que vous puissiez, en plus pour les personnes du fond, ça va vous permettre de faire un peu de gymnastique. Alors, pour que vous puissiez situer comment ça se passe. On a un bébé, donc, qui va très bien au départ, puis qui s'étouffe parce que sa mère, qui est angoissée, a peur, elle, qu'il s'étouffe. Donc projette une menace de mort sur cet enfant. Une grand-mère qui a été asthmatique et une arrière-grand-mère qui est morte étouffée. Et donc on a là en lien 4 générations. Et il n'y a rien qui traverse directement. Tout passe dans l'intergénérationnel. Et évidemment, ces événements sont insuffisamment élaborés. Je reviendrai tout à l'heure sur la manière dont on devrait assimiler ce qui nous arrive, la meilleure manière de le faire. Mais avant, il me faut vous expliquer 2 notions importantes dont je vous parlais tout à l'heure. Cette découverte en neurosciences, les neurones miroirs. Première découverte en 1996 par Giacomo Rizzolatti et son équipe. C'est une découverte par hasard. En fait, il y avait des électrodes branchées sur des primates non humains. Et c'est la pause déjeuner, on oublie d'enlever les électrodes. Et l'équipe de chercheurs, donc vous cherchez autre chose, un peu comme Christophe Colomb si vous voulez. Les chercheurs prennent un sandwich, un des chercheurs prend un sandwich et va le manger, et à ce moment-là ça crépite. Et alors ils ne comprennent pas pourquoi ça crépite, parce qu'ils ne font aucune expérience. Et puis ils renouvellent l'opération et ça crépite à nouveau, et à ce moment-là on se rend compte
qu'il y a quelque chose qui est anticipé dans le geste que fait le chercheur par le singe. Les neurones miroirs, c'est le support biologique de l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à partager les émotions et les intentions d'un autre à travers son corps. Il y a donc en nous, dans chacun de nous, dès la naissance, ces neurones miroirs qui se mettent en place. Si vous voulez, je peux l'expliquer autrement, c'est du mimétisme. Et un enfant, un nourrisson, dès la naissance, peut être dans ce mimétisme. Faites l'expérience, enfin, vous avez eu des enfants, vous avez des enfants, vous allez en avoir. Eh bien, tirez la langue à un bébé, spontanément, il vous tirera la langue. Non pas parce qu'il comprend et qu'il veut jouer avec vous, mais simplement parce que votre geste va entraîner le sien. Alors, ce n'est pas simplement le geste qui est fait, parce que quand on fait un geste, eh bien, on vit aussi une émotion avec. Et c'est l'émotion aussi qui est ressentie. Dans les neurones miroirs, quand vous voyez quelqu'un, alors il ne s'agit pas que des nourrissons, hein, les adultes font pareil. Quand vous voyez quelqu'un faire un geste, démarrer un geste, il y a quelque chose en vous qui démarre ce geste. C'est mesurable, c'est visible. La même partie de vos neurones s'allume en même temps que celui qui fait le geste vraiment. Ça nous permet, ces neurones miroirs, de connaître l'intention et le geste qui est amorcé. Ça permet aussi de partager une émotion commune. Donc vous comprenez que quand vous êtes entouré de personnes violentes, vous allez être particulièrement impacté par cette violence. Quand vous vivez avec une personne dépressive, vous allez être particulièrement impacté par cette dépression. Quand vous vivez avec des personnes joyeuses, eh bien, vous allez bien. Vous le constatez tous et toutes. Quand vous rentrez dans un commerce et qu'on vous sourit, mais attention, qu'on vous sourit vraiment, alors vous esquissez un sourire. Vous savez qu'on a recensé, Paul Ekman, qui est un psychologue spécialiste des expressions faciales, a recensé 18 façons de sourire différentes. Et nous les captons toutes ces façons de sourire. C'est pour ça qu'un sourire commercial, vous le ressentez tout de suite. Et vous ne souriez pas. Alors donc, il y a ces neurones miroirs, mais il y a aussi d'autres cellules nerveuses qui sont des réseaux un peu plus importants, qui sont des neurones en fuseau. Alors qu'est-ce que c'est les neurones en fuseau? Ça date seulement de quelques années. Notre intelligence relationnelle dépend de ces neurones en fuseau. En moins de 20 millièmes de seconde, vous pouvez capter simultanément l'odeur de la personne, son intention, si c'est quelqu'un qui semble franc ou pas, si c'est une personne sympathique, si ses intentions sont bonnes ou non. Bref, vous connaissez le nom, c'est l'intuition. C'est la base de l'intuition. En moins de 20 millièmes de seconde, vous captez toutes ces données, et ces données ne sont pas conscientes, mais vous avez l'information en vous. Vous pouvez évidemment avoir là un geste de recul, un geste fraternel. Vous allez ressentir tout à coup une sympathie et vous allez pouvoir dire « c'est comme si nous nous étions toujours connus ». Parce que vous reconnaissez quelque chose dans cette personne. Alors, ces deux découvertes font partie d'un ensemble qui a donné lieu à ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. Alors, on n'a pas le temps d'aller un peu plus loin sur la plasticité du cerveau, pourtant ce serait très intéressant, mais ces deux découvertes-là ont une importance capitale pour ceux qui nous occupent ce soir, c'est que vous comprenez qu'un nourrisson, dès qu'il vient au monde,
et même avant, est en communication et cherche la communication, et il va être particulièrement attentif au visage, à la tonicité, à ce que dégagent ses parents. Parmi ses parents, il y a la mère, mais quand je dis la mère, c'est aussi toute personne qui peut remplacer la mère, hein. Donc momentanément ou plus longuement. Et je fais un aparté là-dessus. Quand je parle d'histoire familiale, je n'entends pas la famille au sens des liens du sang. Un enfant adopté pourra récupérer ce que l'on nomme les fantômes familiaux de sa famille d'adoption et pas de sa famille biologique. Si vous n'êtes pas en lien avec quelqu'un de votre famille, c'est-à-dire non seulement si cette personne est absente, mais si cette personne est présente et n'interagit pas avec vous, vous ne capterez rien de cette personne. Ce sont des liens qui se transmettent, entre guillemets, en tout cas ces influences sont récupérées quand il y a un lien de proximité et un lien affectif très fort. Pourquoi? C'est un programme biologique, c'est-à-dire que le nourrisson, qui lui, contrairement à d'autres animaux, ne peut pas s'agripper à sa mère, a développé quelque chose qui va lui permettre d'être en interaction avec elle de manière très forte, et il va la solliciter par sa capacité à entrer en résonance avec elle, par sa capacité à la solliciter, et sa mère, si elle est suffisamment bonne, comme disent les psychanalystes, alors elle va s'accorder à son enfant et elle pourra deviner, vous en avez l'expérience, ce dont son enfant a besoin. Mais cet accordage n'est pas toujours au rendez-vous parce que les parents peuvent être malheureusement psychiquement occupés, perturbés par un événement de vie, ou malades, ou simplement dans le rejet de l'enfant, ce qui arrive parfois, dans une projection sur cet enfant de quelque chose de vif, de douloureux, et cet accordage ne pourra pas avoir lieu, laissant le bébé dans un vrai drame, et ça créera chez lui une profonde insécurité. Donc, on en sait plus aujourd'hui sur ces mécanismes naturels, biologiques, qui vont faire qu'un bébé va capter tout ce qui vient du parent. Pourquoi il va capter ça? Parce que chaque enfant a besoin d'être aimé. Et le fait d'être en lien aussi fort avec son parent va lui permettre de tenter parfois de le guérir. Je vais y revenir, parce que la tentative, évidemment, échoue souvent, mais réussit parfois. C'est bien au-delà de la possibilité d'un enfant de guérir son parent, mais quelquefois, au détriment même de sa vie, de ses capacités psychiques, un enfant peut guérir un parent, parce que le parent est déprimé, et que tout ce qui va ramener le parent à la vie, c'est justement la vie de cet enfant. Mais évidemment, ça fait peser sur cet enfant une charge très très lourde, dont il faudra se défaire plus tard. Alors, on a ces neurones miroirs, ces neurones en fuseau, et puis on a des mécanismes que l'on a repérés qui sont très, très puissants, qui sont au nombre de 4. Il y a ce qu'on appelle l'imitation motrice, dont je vous ai parlé, qui engendre une imitation émotionnelle. Donc, imitation motrice, c'est faire un geste, une mimique, qui entraîne une imitation émotionnelle. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'attention conjointe, c'est-à-dire que quand le parent va regarder vers, par exemple, une porte, eh bien, le bébé, le jeune enfant, va regarder la porte aussi. Et c'est par ces mécanismes-là qu'un trauma peut aussi se transmettre d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que, je prends un cas d'école, imaginez que cette mère ait subi une agression, c'est-à-dire que quelqu'un soit rentré brutalement et défoncé une porte et l'ait agressée. Elle va essayer de se sortir de ce trauma, mais elle va avoir tendance à laisser des portes ouvertes.
à barricader la porte principale et laisser toutes les autres ouvertes. Imaginez qu'une porte soit fermée par mégarde. La porte fermée va angoisser cette mère, va angoisser l'enfant, qui va regarder dans la même direction que sa mère, et qui peut, quand ces phénomènes se répètent, intégrer qu'une porte fermée, ça peut être angoissant, sans savoir du tout de quoi, évidemment, il retourne. C'est un cas d'école un peu extrême, un peu grossier, mais c'est juste pour vous faire comprendre ce qu'est l'attention conjointe et ce que ça peut provoquer. Et puis il y a la répétition des mots familiaux, des mots qui sont lourds d'émotions. Alors ces mots, ils sont étranges pour l'enfant parce que tout à coup, le parent change d'attitude, change de posture, il y a un raidissement, il y a une froideur, il y a un regard que l'enfant ne connaît pas, ou ne connaissait pas. Et quand ça se répète, eh bien, ça devient une énigme pour l'enfant, et ces mots vont avoir une vie, et on va les retrouver en thérapie. Ce sont des mots énigmes, et des mots qui ont du sens, cachés pour l'enfant. Alors, comment comprendre qu'un drame qui a été caché avec la meilleure intention du monde puisse porter son ombre sur les suivantes? Vous avez quelques idées maintenant, mais il faut quand même que je vous explique pourquoi ça va autant toucher les enfants. Parce que nous avons ce qu'on appelle une fonction symbolique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas vous perdre, j'aimerais bien qu'on arrive tous ensemble à la fin. En tout cas, pour que cette fonction symbolique fonctionne totalement bien, il faut que notre communication soit complète. Donc, quand vous exprimez quelque chose, vous le verbalisez, vous avez une émotion qui suit, vous avez des gestes, vous avez des mimiques, vous avez une intention, vous avez une posture. Eh bien, quand un enfant reçoit ça et que tout est là, alors il n'y a aucun problème. Si ce que vous dites lui pose question, il vous posera question et ça ne laissera pas de traces. Mais si vous utilisez un mode de communication sans que les autres modes de communication soient là, ou s'il en manque un, alors ça va faire énigme pour l'enfant. Donc dans ce lien, dans l'intergénérationnel, vous avez des communications qui sont tronquées parce qu'il y a chez le parent une souffrance, un manque à dire. Et donc il va y avoir quelque chose qui va se libérer dans l'émotion, dans le geste, mais pour l'enfant, ça va être une énigme parce que la parole ne suit pas, ça ne va pas être expliqué et ça va être donc insuffisamment symbolisé. Et ça va rester là comme quelque chose à résoudre, comme une énigme à résoudre. Et cette énigme, elle est à résoudre parce qu'il y a quelque chose qui intrigue chez le parent auquel on est si attaché et qu'il faut essayer de se faire aimer de ce parent, puisqu'il y a quelque chose qui fait parasite. Donc, quand un adulte est comme ça, perturbé par un événement de vie qu'il a vécu ou que son parent a lui-même vécu et dont il n'a pas pu symboliser, avoir une trace verbale de ce qui s'est passé, eh bien, il va avoir des émotions qui vont poser problème, ou il va y avoir des mots qui vont poser problème à l'enfant, qui vont poser énigme. Alors je vais l'illustrer par quelque chose que j'ai rencontré ces jours-ci et qui va vous donner, j'espère, une idée de ce qui se passe dans le quotidien. Alors, voilà l'histoire de Juliette, une petite histoire. Juliette a 6 ans. Et elle adore sa grand-mère. Sa grand-mère s'est occupée d'elle. Alors elle a une mère, hein, mais sa grand-mère s'est occupée d'elle toute la journée, dès sa naissance, parce que sa mère a repris le travail très vite. Et c'est avec sa grand-mère qu'elle a noué
les relations les plus fortes. C'est avec sa grand-mère qu'elle joue, c'est avec sa grand-mère qu'elle se confie, c'est à sa grand-mère qu'elle se confie, pardon. Et c'est une gamine très, très responsable, très inquiète pour sa grand-mère, qu'elle sait déprimer. Alors elle n'emploie pas ce terme, mais elle dit qu'elle a bobo, enfin qu'elle souffre. Elle appelle sa grand-mère tous les jours pour savoir si elle a pris ses médicaments. Donc un lien très fort et quelque chose de l'ordre de l'inquiétude pour cette femme qui lui est si proche. Alors voilà que Juliette regarde avec sa grand-mère sur le canapé un film, un dessin animé qui s'appelle Réponse. Vous connaissez ce dessin animé? Je ne vais pas vous le projeter, hein. Je vais vous le raconter brièvement pour ceux qui n'en ont pas entendu parler. C'est l'histoire, c'est un conte de Grimm au départ, et c'est une histoire qui est reprise par Disney, alors avec quelques modifications, donc je vous dis l'histoire de Disney. Une reine est gravement malade, elle va mourir, sauf si on trouve la fleur magique qui est née d'une larme du soleil, et en buvant le breuvage issu de cette plante magique, elle pourrait être définitivement guérie. Tout le royaume part à la recherche de cette fleur, une fleur qui pousse dans le jardin d'une sorcière. Cette sorcière cache cette fleur, sauf un jour où elle la laisse apparente, et un membre du royaume trouve cette fleur, l'arrache, l'amène à la reine, qui en tire un breuvage et qui guérit, et en guérissant, elle donne naissance à une enfant qui s'appelle Réponse. Comme la reine a été guérie en buvant ce breuvage d'une plante magique, Réponse va être imprégnée des pouvoirs de cette plante à travers sa chevelure. Une grande chevelure blonde, et dès que Réponse chante, alors elle peut guérir toutes les blessures. La sorcière qui utilisait cette plante magique pour être éternelle et pour avoir la jeunesse éternelle, a été dépossédée de cette plante et essaye de la récupérer. Cette plante est détruite, mais Réponse existe et elle va... Je raconte bien Disney. Oui. Je retrouve mon âme d'enfant. La sorcière va enlever Réponse à ses parents. Elle va séquestrer Réponse dans une tour où il n'y a pas d'escalier. Et pour aller dans la tour, elle utilise les cheveux de Réponse. Enfin, je passe les détails. Il y a un amoureux toujours dans les contes. Et cet amoureux essaye de délivrer Réponse de sa geôlière. Et il la délivre en coupant les cheveux de Réponse, ce qui fait mourir la sorcière qui, un accès de folie, tombe par la fenêtre, meurt, et Réponse peut retrouver ses parents, et tout finit bien. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que Juliette, donc, regarde cette histoire avec sa grand-mère, qui a des réactions un peu particulières. Et puis, quand ce film est terminé, voilà que Juliette va dans la cuisine, prend un ciseau et se coupe les cheveux. Sa grand-mère est catastrophée. Elle l'emmène chez un coiffeur pour essayer de rééquilibrer tout ça avant de la présenter à sa mère. On ne comprend pas le geste de cette gamine, mais on dit qu'elle a été, portée par ce film, et elle a fait cette bêtise, c'est pas grave. Elle rentre chez sa mère, et dès qu'elle arrive chez sa mère, elle va chercher un ciseau et elle se coupe à nouveau les cheveux. Alors là, ça inquiète un peu. Mais bon, puisqu'après ça va, alors évidemment le lendemain, on coupe les cheveux encore plus courts et la gamine ne sait pas pourquoi elle fait ça. Mais nous, on peut savoir. Parce que dans l'histoire, il y a une grand-mère avec qui elle regarde ce film. Et cette grand-mère, ce film la touche particulièrement.
sans qu'elle-même puisse expliquer vraiment pourquoi ça la touche. Mais quand on travaille avec cette dame, puisque je travaille avec cette dame, et qu'on peut connaître l'histoire, il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette histoire de réponse, et dans l'histoire de cette grand-mère. C'est que cette grand-mère a été élevée par une mère qu'elle décrit elle-même comme une sorcière. C'est-à-dire une mère non aimante, violente, avec qui elle n'a jamais pu créer de lien. Mais ce n'est pas tout. Alors, on a Juliette, on a la mère, la grand-mère, donc, qui regarde réponse avec Juliette. On a l'arrière-grand-mère qui est considérée par la grand-mère comme une sorcière. Et puis on a une arrière-arrière-grand-mère. Et là, c'est assez étonnant. L'histoire est assez étonnante. Parce qu'on a un couple marié dont l'épouse ne peut pas avoir d'enfant. Le mari va avoir une aventure, mais au-delà d'une aventure, une relation. Et il aura 2 enfants avec cette femme. Et une fois que cette femme aura allaité ses enfants, à l'âge à peu près entre 14 et 18 mois, les 2 enfants vont faire partie de ce foyer-là. 2 enfants enlevés à leur mère et élevés par ce couple dont l'épouse est stérile. Voilà. Vous comprenez le lien qu'il peut y avoir entre... Qu'est-ce qu'on a dans cette histoire, dans ce conte? On a quelque chose de l'histoire familiale concentrée, dont Juliette ne sait absolument rien, sauf une chose, que la grand-mère a toujours dit que sa mère était une sorcière. Et alors là, ça commence à prendre sens. Et vous avez une relation de proximité où la grand-mère, quand elle regarde ce dessin animé, réagit. Son tonus change, elle transpire, elle pleure. Et la gamine est intéressée parce qu'elle a toujours voulu percer le secret de sa grand-mère qui souffre. Et elle veut savoir pourquoi elle souffre. Et elle lui dit d'ailleurs, est-ce que quand je serai grande, tu me diras pourquoi tu as mal? Donc elle s'empare de cette histoire dans un rapport de proximité. Et vous vous rendez compte que cette grand-mère réagit face à un dessin animé, c'est une grand-mère tout à fait normale, adulte, mature, mais simplement cette histoire, symboliquement, lui rappelle quelque chose sans qu'elle le sente, enfin, si elle le sent, mais sans qu'elle puisse l'expliquer. Consciemment, elle ne peut pas expliquer ce qui se passe. Mais là, on a un phénomène très intéressant, c'est que l'inconscient se manifeste. Et il se manifeste en se projetant. Et il se projette d'autant plus facilement qu'il y a une scène où il n'y a pas de censure. C'est-à-dire que quand on regarde un film, quand on écoute une histoire, quand on regarde d'autres, ou quand on écoute d'autres parler, alors il n'y a pas de mécanisme de défense en place. Et là, on est touché. Une femme qui avait vécu des violences conjugales pouvait me dire, par exemple, qu'elle n'a jamais pleuré par rapport à ces violences. Elle a pleuré une fois, elle s'est effondrée, quand elle a regardé distraitement une émission sur la violence conjugale, et là, elle s'est effondrée. Parce qu'il n'y a plus de protection. Et quand il n'y a pas de protection, alors ça peut se projeter, et à ce moment-là, ça sort. Parce que la souffrance non traitée n'est pas une souffrance qui a disparu, mais une souffrance qui reste active et qui cherche désespérément à se manifester. C'est pour ça que la souffrance est toujours projetée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à travers des symptômes qui peuvent être les phobies, les TOC, les maladies psychosomatiques, les comportements inhabituels, entre autres. Donc, cet exemple-là vous montre deux phénomènes. D'abord, du côté enfant, comment un enfant peut s'emparer de la souffrance d'un adulte
pour le comprendre et être aimé en retour, pour le soigner. Mais aussi côté adulte, comment on peut projeter sa souffrance sur toutes les scènes de son quotidien. C'est valable quand on regarde un film, c'est valable quand on travaille par exemple. Le nombre de conflits oedipiens qui se retrouvent sur la scène professionnelle n'avait pas été. Quand on est face à une hiérarchie, quand on a des collègues, on se retrouve dans un système symboliquement très proche du rapport familial que l'on a connu, pour peu que l'on n'ait jamais eu sa place ou pour peu que l'autorité ait toujours été contestée, alors les conflits professionnels peuvent éclore. Et il n'y a pas que dans le domaine professionnel où nous projetons, dans nos rapports affectifs, amoureux, c'est là où notre souffrance peut donner libre cours, et certains ne comprennent pas pourquoi tout à coup, alors qu'ils n'ont jamais été jaloux, tout à coup, quand ils aiment, ils ne supportent plus que l'autre, le conjoint, puisse sortir, avoir une vie et des amis et une page Facebook. Alors ça les dépasse, parce que ça ne fait pas partie de leur valeur, la jalousie. Ces personnes n'ont jamais pensé qu'elles devaient posséder quelqu'un quand elles aimaient, mais tout à coup, ça se manifeste. Il y a une projection, elles ne comprennent pas. Et quand j'explique que ça a un rapport avec le premier lien affectif, le lien avec la mère, le lien avec le père, alors là, il y a une incompréhension, une incrédulité. Mais comment? Mais pourquoi? Eh bien voilà. Vous avez déjà quelques éléments de réponse. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on ne protège jamais personne en cachant l'histoire familiale. L'histoire familiale, c'est notre préhistoire. Et cette préhistoire est très importante pour nous. Lorsqu'on ne raconte pas son histoire familiale à ses enfants, on les prive, non pas de quelque chose d'extraordinaire, on les prive de la capacité à vivre heureux. Et c'est quand même dommage, parce que les parents qui font ça ne le font pas par méchanceté, ils le font pour protéger l'enfant, en se disant, oui, comment je pourrais dire cette chose-là qui, moi, me fait souffrir à un enfant que je vais perturber parce qu'il est trop jeune pour comprendre. Alors je lui expliquerai peut-être plus tard, alors bon, pour son bien. Mais malheureusement, on fait son malheur. Et donc c'est important de connaître l'histoire familiale, c'est important de connaître ses ancêtres, même si l'enfant ne les a jamais vus, s'ils sont morts depuis longtemps, parce que ce que nous intégrons, ce n'est pas simplement les rapports directs avec une personne, c'est le fait qu'il y ait eu des grands-parents, des arrière-grands-parents, et que donc, ça amène l'enfant à pouvoir penser la différence de génération, ça lui permet d'intégrer la mort, et ça lui donne une sécurité. Alors, c'est difficile à intégrer, il faut du temps, et ça lui donne, à terme, une sécurité très importante. Mais je voudrais terminer par la manière de travailler quand on est sujet à ces influences inter- ou transgénérationnelles. Alors, comment on fait pour s'en sortir et qu'est-ce qui soigne? Comprenez bien que quand on a affaire à quelque chose que l'on a vécu, c'est beaucoup plus simple de retrouver un souvenir, c'est beaucoup plus simple de l'évoquer. Mais quand on a affaire à une influence, quelque chose qu'ont vécu d'autres personnes, qu'on n'a même pas connues et dont l'histoire nous échappe, à ce moment-là, on ne peut pas travailler comme en psychanalyse classique. On ne peut pas se contenter d'être un thérapeute qui écoute ce que l'autre a à dire sans intervenir ou uniquement dans un transfert. Ce phénomène-là, quand des personnes qui subissent ces influences transgénérationnelles vont voir des psychanalystes classiques, ils risquent parfois de décompenser, parce que le silence du psychanalyste va faire écho au silence qu'ils ont rencontré dans leur famille. Donc dans cette pratique transgénérationnelle, on travaille différemment, on travaille en parlant, le thérapeute parle, le client parle, et on fonctionne par hypothèse.
C'est-à-dire qu'on essaye de reconstituer une histoire en partant d'hypothèses. Et on regarde si les hypothèses touchent la personne ou pas. On regarde si, d'après les éléments que l'on peut recueillir, donc il peut y avoir des enquêtes, le recueil d'informations, mais on peut simplement aussi travailler sur la mémoire personnelle du sujet. On essaye de comprendre ce qui a pu se passer dans la famille. Donc un thérapeute qui parle, en qui on peut avoir confiance, ça peut soigner. Le fait que le thérapeute parle et questionne, le questionnement est très important parce que ça permet de remettre en jeu tout ce que l'on a compris de sa vie à une place d'enfant. Et je suis toujours très étonné de voir, mais je l'ai vécu moi-même, à quel point nous sommes restés un enfant dans la manière d'intégrer notre histoire familiale. Et très souvent, nous avons arrêté de questionner face à ce qui nous posait problème parce que nos parents ne nous ont pas répondu une fois, deux fois, trois fois, où on a senti qu'il y avait trop d'émotions chez eux. Donc, le fait que le thérapeute questionne, le fait d'autoriser, d'amener la personne à poser des questions à la famille qui est toujours là, apporte énormément d'éléments, c'est-à-dire ces clients découvrent leur famille. Mais vraiment. Et puis, quand on me demande par exemple à quoi ça sert de venir vous parler de quelque chose que je sais, là aussi c'est d'une logique implacable. À quoi ça sert de venir vous parler à vous de quelque chose que je sais déjà? Eh bien ça sert parce que quand on prononce à haute voix, quand on s'adresse à un thérapeute, dans un cadre très particulier, qui est le cadre thérapeutique, eh bien nous n'employons pas les mêmes mots que nous employons pour nous-mêmes. Nous formulons totalement ce que nous avons à dire et nous sommes surpris que les mots que nous employons puissent avoir tout à coup une telle résonance parce que nous allons employer des termes qui vont avoir du sens quand le thérapeute va les reprendre. Et tout à coup, ça va faire choc parce qu'une phrase qui a été dite par l'écoute du thérapeute et le renvoi du thérapeute, ça va créer quelque chose chez le sujet qui va tout à coup être pris d'une émotion particulière ou retrouver des souvenirs ou associer avec quelque chose. Le travail consiste aussi à recontextualiser l'histoire familiale. J'ai bientôt terminé, hein, pour ceux qui souffrent terriblement du confort des sièges. Recontextualiser ce qui s'est passé dans la famille. Pourquoi? À quoi ça sert? Je vous ai parlé tout à l'heure des syndromes anniversaires. Vous voyez ces répétitions qui peuvent inquiéter. Quand quelqu'un met à jour comme ça des doubles configurations anniversaires, cette personne peut se dire il y a une malédiction, il y a un déterminisme, où voilà, nous sommes maudits, etc. Et donc, recontextualiser ces phénomènes permet de se libérer de l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'on va dissocier les événements. D'abord, il n'y a aucune répétition, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais remettre du contexte, c'est-à-dire à quelle époque ça s'est passé, qui ça a concerné, qu'est-ce qui s'est passé, à telle génération, à telle autre, ça permet de disjoindre. Le travail transgénérationnel permet de recréer des liens symboliques avec cette famille, avec sa famille. On n'est pas obligé de pardonner à ses parents s'ils ont été infâmes, on n'est pas obligé d'aimer ses grands-parents si on ne les a pas connus, mais le fait de connaître permet de les intégrer. Recontextualiser permet de séparer les drames de tout le reste, de tout ce qui a été oublié, mis à part les drames. Et puis, donc, le travail, c'est redonner droit de cité à tout ce qui a été enquisté en soi ou dans l'histoire familiale. Vous voyez, une personne m'a dit tout à l'heure, finalement, je crois que je n'ai jamais rien attendu de ma mère. Toute ma vie, je n'ai rien attendu de ma mère. Aussi loin que je me rappelle, je n'avais aucune attente. Vous voyez comme c'est étonnant, parce que quand on connaît comment fonctionnent les nourrissons, comment fonctionnent les enfants, c'est évidemment quelque chose d'impossible. Il y a bien eu des demandes, mais ces demandes ont été oubliées parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Et la manière de nous soulager de cette souffrance,
c'est l'oubli. Mais l'oubli ne nous débarrasse pas de cette souffrance. Et donc cette souffrance continue à être active. Et elle va se projeter dans notre quotidien. C'était donc le thème de ce soir. Je vous remercie infiniment de votre écoute et de votre présence. Et je suis disponible pour vous si vous voulez poser des questions. J'y répondrai volontiers. Merci beaucoup. Si vous voulez sortir, partir, vous pouvez. Je ne me vexe pas. Alors, qui commence? Oui, madame. Voilà, alors moi bon, vous avez parlé tout à l'heure des familles, enfin des enfants adoptés. Oui. Vous avez dit qu'il peut très bien ne pas y avoir de lien avec la famille biologique. Mais il y a quand même, ne serait-ce que la gestation et la naissance. C'est quand même des moments aussi qui ont une importance. Bien sûr. Alors comment on peut avoir zappé ça et passer à autre chose? Alors, non, on ne zappe pas ça. Mais quand on est un fœtus, on est imprégné de ce qui se passe dans le ventre de sa mère. On est imprégné par les événements autour de la grossesse. Donc on va porter une marque importante en soi de ce qui s'est passé pour la mère. Mais ce n'est pas, à la naissance c'est pareil, il va y avoir un lien qui va commencer à se créer, mais le fait d'être adopté par une famille, quand c'est en bas âge, si évidemment c'est à 14 ans, ça change considérablement la donne, et quand c'est en bas âge, le bébé ou le petit enfant va se greffer sur cette famille-là parce qu'il y a une obligation de grandir et d'être aimé. Et donc il va épouser encore plus ce qui se passe dans cette famille nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'on a effacé tout ce qui s'est passé avant pour lui. Et c'est important, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les organismes qui s'occupent de l'adoption insistent pour que l'enfant connaisse son origine biologique, quand on peut la connaître. Mais ce que l'on voit, c'est que cet enfant, quand il est adopté en bas âge, ne va pas poser un problème par rapport à ce qu'ont connu les parents ou grands-parents de la famille d'origine, mais va bien mettre en scène quelque chose qui est de la souffrance de sa famille adoptive. Alors, il peut y avoir évidemment des cas autres, et je ne généralise pas totalement. Mais vous avez raison d'insister sur cet impact, et cet impact il restera vraiment très corporel, très émotionnel. Ça aura bien sûr du sens, mais cet enfant, dans ce contexte-là, ce soir où j'explique ces phénomènes transgénérationnels, ces enfants adoptés vont se greffer sur l'histoire familiale de la famille adoptante. Oui. Donc c'est pas du tout transmis génétiquement là. Alors, il y a une transmission, j'en ai pas parlé parce que ça aurait fait peut-être un petit peu trop, il y a une porte d'entrée dans la transmission, dans ces influences transgénérationnelles. Elle n'est pas génétique mais épigénétique. C'est-à-dire que l'épigénétique, c'est ce qui ne transforme pas le gène, mais qui, en même temps, va activer un gène ou empêcher qu'il soit activé. Donc, ça modifie l'expression du gène, et ça ne modifie pas le gène lui-même. D'accord? L'épigénétique, c'est un domaine qui est particulièrement florissant depuis une dizaine d'années. Ça a donné une compréhension de ces phénomènes d'angoisse, de stress, d'anxiété, parce que ce que l'on a découvert, ce qu'on a pu tester avec assurance, c'est qu'il y a bien, c'est que la façon dont nous vivons influe directement sur la manière dont les gènes vont fonctionner ou pas. Ce qui veut dire que la manière de vous nourrir, la manière de vivre ce que vous rencontrez dans la vie, c'est-à-dire des catastrophes, des guerres, des famines, mais aussi tous les événements traumatiques, vont s'inscrire et vont venir modifier l'expression de certains gènes. Et notamment, ce que l'on a découvert, c'est que ça vient modifier un gène particulier qui est celui qui permet
de libérer des capteurs de corticoïdes, c'est-à-dire le cortisol, c'est l'hormone de stress qui est produite. Donc, quand il y a trop de cortisol, quand on vit des événements, quand on vit un stress chronique, ce cortisol est capté par ces capteurs, qui sont donc une expression génétique. Quand il y a une expression épigénétique qui va fermer ce gène, eh bien, il y aura moins de capteurs pour récupérer ces corticoïdes au niveau du système limbique, c'est-à-dire au niveau du système émotionnel. Et à ce moment-là, la personne sera très sujette à l'angoisse, au stress, beaucoup plus que ses parents qui ont vécu les drames. Donc vous avez raison, il y a une expression de toute façon, on va dire génétique pour faire plus simple, elle est vraiment épigénétique. Alors, ce que l'on remarque, juste je termine là-dessus, c'est qu'au bout de 3 ou 4 générations, cette marque épigénétique disparaît. Et c'est exactement ce que l'on remarque, nous, dans ces phénomènes, c'est que ce n'est pas la peine d'aller très haut dans l'histoire familiale, ce qui se transmet, c'est sur 3 ou 4 générations maximum. Oui ? Vous avez parlé des neurones miroirs et des neurones non fuseaux. Alors, la première question, c'est ne dit-on pas que les neurones ne se reproduisent pas? C'est-à-dire qu'en vieillissant, il y a de plus en plus d'antipathie et moins d'intuition. La deuxième chose, c'est quelle est l'influence que subissent ces neurones? Quel est le poids de l'éducation, de la société, de la vie sur le rôle de ces neurones? Alors, les neurones miroirs, je vous ai dit que c'était le support biologique de l'empathie. Nous pouvons tous constater dans une actualité très récente que l'empathie n'est pas partagée par tout le monde. Et ce ne sont pas des personnes forcément vieilles. Pour répondre directement à votre question, il se trouve que, effectivement, nous avons cru que, très longtemps, que les neurones, qu'on perdait des neurones en vieillissant et que ces neurones ne repoussaient pas. Donc, forcément, nous arriverions à un âge où, de toute façon, il y aurait une dégénérescence et puis point. Voilà. Bon, on a découvert la chose suivante. C'est que d'abord, on perd la moitié de nos neurones entre 0 et 2 ans. La moitié. On perd un quart des neurones à l'adolescence. Et ce n'est pas problématique. Pourquoi ce n'est pas problématique? Parce qu'en fait, ce n'est pas la perte de neurones qui est importante. Ce n'est pas le nombre de neurones. C'est les connexions que ces neurones créent entre eux. Voilà. Et c'est ça qui est important. Et quand on sollicite un enfant, donc ça répond aussi à votre question, quand on sollicite un enfant, quand on est en interaction avec lui, alors on multiplie les connexions entre les neurones. Et ça crée évidemment une facilité, une création supplémentaire de ces réseaux miroirs, c'est-à-dire beaucoup plus de rapidité et une force de ces neurones miroirs. Ça crée aussi un développement normal, alors que quand on ne sollicite pas ces enfants, comme on a pu le voir, comme Boris Cyrulnik l'a très bien expliqué, lorsqu'il a rencontré ces enfants dans les hôpitaux roumains, mais aussi ces enfants qui étaient maltraités, qui devaient dormir dans une baignoire. Enfin, je me rappelle de cette gamine qui dormait, dont la mère la faisait dormir dans la baignoire et l'empêchait de sortir. Quand ce cas a été médiatisé, on a dit « mais la mère a fait ça parce que la fille avait une dégénérescence ». En fait, bien sûr, elle avait une dégénérescence. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle la faisait dormir dans la baignoire. C'est parce qu'elle la faisait dormir dans la baignoire et qu'elle l'empêchait de sortir et que personne ne s'occupait d'elle qu'elle a développé une dégénérescence. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'un enfant qui est maltraité, que l'on met dans une famille d'accueil, au bout d'1 an, récupère tout son potentiel, ou à peu près, en fonction évidemment de son âge. Donc, le rapport affectif, le lien d'amour, les sollicitations, le fait d'interagir avec un enfant, ça lui donne une force incroyable. Par contre, il y a des traumatismes qui ne sont jamais médiatisés, c'est-à-dire qu'on médiatise les abus sexuels, on médiatise la violence physique, alors que ça représente même pas 1% des traumatismes que reçoivent les enfants, que vivent les enfants.
99% des enfants traumatisés sont des enfants avec qui on n'a pas interagi. Des enfants qu'on laisse jouer dans leur coin, qu'on met devant une télé, ou dont on ne s'occupe jamais. Et ça, ce sont des traumatismes qui ne sont pas médiatisés, qui pourtant laissent des traces. On peut mesurer ces traces dans le développement du cortex préfrontal. Et quand on s'occupe d'eux, alors ça repousse. Et pour terminer sur cette réponse, les neurones, oui, les neurones repoussent. C'est-à-dire qu'il y a un endroit près du système limbique qui permet de créer de nouveaux neurones tout le temps jusqu'à notre plus grande vieillesse. Mais c'est pour ça qu'il faut mobiliser son cerveau, c'est pour ça qu'il faut donc réfléchir régulièrement, qu'il faut entraîner son cerveau et qu'il faut être en relation. Donc, quand vous laissez les enfants devant une tablette, devant une télé, devant un ordinateur ou un smartphone, vous empêchez vos enfants de se développer correctement parce que nous avons un cerveau câblé, nous avons un cerveau social, et les enfants, comme les adultes, ont besoin d'interagir avec d'autres cerveaux pour pouvoir fonctionner. Voyez votre cerveau comme un ordinateur qui cherche sa Wi-Fi. Vous voyez, tout le temps en train d'essayer de chercher d'être en connexion avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui donne une santé mentale. Les enfants isolés, les adultes, les personnes âgées isolées sont des personnes qui risquent la dégénérescence. Tu parlais tout à l'heure des dates anniversaires qui permettaient de révéler les symptômes. Il n'y a pas d'autre moment dans la vie de révéler les symptômes familiaux. Il n'y a pas d'autre moment, l'adolescence ou la paternité, la maternité, qui déclenche les symptômes familiaux? Alors, tous les événements peuvent entrer en résonance avec une blessure, avec une souffrance. Tous les événements qui présentent un ou deux éléments qui rappellent le traumatisme va résonner et va ouvrir quelque chose qui est enquisté. Est-ce que c'est la question que tu poses ou il y a quelque chose? Non, la question que je posais, est-ce qu'il y a des moments clés dans la vie où on peut, où tu parlais des faits délirantes à l'adolescence, est-ce que, je ne sais pas, le moment d'être père ou mère, Alors il y a des périodes qui sont plus importantes que d'autres, on va dire. Parce que, alors par exemple, je parle beaucoup des nourrissons, parce que c'est le moment où le cerveau se développe. Donc, ça va laisser des traces très très importantes. Il y a le moment où on est d'une grande fragilité. Alors, il y a la période de Dipienne, à 7 ans. Il y a une période de l'adolescence. L'adolescence, c'est un moment où on a énormément de cas de psychose qui sont déclenchés à ce moment-là, parce que c'est un moment de grande fragilité, de remaniement. Le corps change, l'esprit change. Il y a un passage qui est pas simplement le fait d'avoir des boutons sur le front, quoi. L'adolescence, c'est quand même un peu plus profond que ça. Et c'est un tel remaniement dont on peut parfois passer à côté de l'importance, parce que simplement on voit un ado qui se replie sur lui-même, on se dit qu'il ne ressent rien, ils ont l'air en fait de traîner leur misère, ils ne veulent pas interagir avec vous, rien ne les intéresse. Et en fait, à l'intérieur, il y a une vraie métamorphose, hein, et donc il y a quelque chose, il faut quitter une peau. Et à ce moment-là, c'est une telle fragilité psychique que l'on peut avoir des déclenchements de psychose, et c'est souvent entre 15 et 17 ans qu'on a des bouffées délirantes qui peuvent évidemment se transformer en schizophrénie. Le moment des étapes génératives, c'est-à-dire quand on devient père ou mère, mais quand on devient aussi grand-père ou grand-mère, je vois beaucoup dans ma pratique des grands-parents qui font une dépression au moment où leurs enfants ont eux-mêmes un enfant. Donc ce sont des moments de grande fragilité quand la famille se réorganise. Donc quand soit nous nous réorganisons, ou quand la famille entière se réorganise par une arrivée ou par un départ. Les pertes sont aussi des moments, évidemment ça peut arriver n'importe quand dans une vie, donc là, à n'importe quel âge, et évidemment ça va venir nous impacter très, très durement, et quelque chose peut se révéler de notre souffrance, il peut y avoir une résonance particulière.
Oui. Vous parlez des patients psychotiques, effectivement. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de travailler en transgénérationnel, par exemple, avec des gens qui sont déjà malades? Oui, concrètement oui, bien sûr. Concrètement oui, mais à plusieurs conditions. D'abord, qu'il soit suivi, évidemment, pris en charge en psychiatrie, ce qui est très important, qu'il y ait une prise de médicaments pour calmer, qu'il y ait une surveillance générale. La prise en charge, ce n'est pas simplement par un psychiatre, mais par une équipe psychiatrique, parce que les psychotiques ont tendance à projeter beaucoup sur l'ensemble du personnel, et il faut reconstituer tout ça en équipe. Et puis, dans le travail transgénérationnel, on est obligé de faire autrement. C'est-à-dire qu'on écoute le discours. Le discours qui est déclaré délirant n'est pas forcément un discours délirant. C'est un discours qui ressemble beaucoup à la forme que prennent nos rêves. Et donc, c'est une langue que l'on ne peut pas entendre directement. Mais il y a dans le discours délirant, beaucoup évidemment de problématiques autour du bien et du mal, autour des morts, des vivants. Une personne peut parler du Big Bang et en même temps revenir sur son quotidien. Enfin, ça peut sembler partir dans tous les sens. Mais il y a un fil rouge. Et ce fil rouge, il peut être entendu. Il y a dans les déclenchements psychotiques un conflit, enfin, en tout cas c'est ce que j'ai repéré, mais il faudrait pouvoir le confirmer. Il y a un conflit qui n'est pas tenable, c'est-à-dire que les deux termes du conflit ne sont pas tenables. Et donc il y a une projection dans un conflit beaucoup plus vaste qu'on va tenter de résoudre à travers les pyramides d'Égypte, etc. Donc ça prend une forme délirante, ça prend la forme des rêves, c'est quelque chose de très symbolique. Mais en même temps, c'est un discours qu'on peut entendre. Et alors, dans les mouvements anti-psychiatrie, c'est une tendance qui se développe. Le mouvement psychiatrique, ça avance. Voilà, ça avance bien. Oui. Mais moi, c'est un peu plus personnel, hein, si je peux me permettre. Vous avez dit qu'il faut toujours dire aux enfants pour leur donner un peu plus de force, de sécurité. Parce qu'il s'agit d'un enfant, c'est personnel. Hein. Mon beau-fils a perdu son père de façon tragique, parce qu'il a dû faire un séjour. Et ce petit garçon, maintenant il a un petit garçon qui a 2 ans, et qui n'a plus de grands-parents du côté paternel. Est-ce qu'il y aura un moment où il faudra lui dire, parce qu'il va dire, bon, j'ai une grand-mère et un grand-père de côté de ma mère, et il va poser des questions sur son grand-père et grand-mère maternelle. Oui. Est-ce qu'il y aura un moment, parce que je pense, bon, j'ai des relations un peu conflictuelles, hein, parce que comme dans toute famille recomposée, souvent, il est un peu dans le déni. Le jour même qui est dans le déni? Voilà, qui est dans le déni? Mon beau-fils. Votre beau-fils. Le jour même de l'enterrement de son père, c'était, moi j'ai un fils, voilà. Moi je dois aller de l'avant, j'ai un fils. Je crois qu'il se réfugie dans, voilà, je dois avancer, et je lui ai dit, tu dois vivre ta peine, tu dois et je crois que, je ne sais pas comment, est-ce qu'il y aura un moment où il faudra dire à ce gamin... Alors, très concrètement, il faut dire à ce gamin le plus rapidement possible ce qui s'est passé, même s'il ne comprend pas ce qu'on lui dit, et ce qui facilite après le fait qu'il puisse poser des questions et qu'on puisse lui parler librement. Même tout petit? Oui, même tout petit. Enfin, Françoise Dolto nous l'a assez montré, on pouvait parler, on pouvait être entendu. Voilà. Et donc, oui, il faut le dire, oui, bien sûr, et c'est nécessaire, c'est indispensable, d'autant plus si son père est clivé. Parce que ce que vous me racontez, c'est un clivage, c'est-à-dire le déni fait partie du clivage, le déni de la réalité, c'est-à-dire ces personnes qui disent « j'ai pas le temps de pleurer, j'ai pas le temps de m'attendrir, il faut aller de l'avant », on peut comprendre ça, bien sûr, quand on a une famille, il faut s'en occuper, mais il n'empêche que quand on réagit comme ça, c'est aussi un système de défense très puissant, qui s'explique aussi par l'histoire familiale, hein, bien sûr, mais là, face à ce gamin, oui, il faudra lui dire, parce que c'est indispensable pour lui. La difficulté, c'est quand vous êtes dans un système où le père ou la mère ne veut pas parler, eh bien,
c'est difficile pour quelqu'un, même qui fait partie de la famille, de venir dire ce qui est devenu un secret. Personne ne lui en parlera. Voilà, mais je comprends parce que c'est très délicat. C'est très délicat. En tout cas, oui, il faut en parler à ce gamin. Oui, il faudrait aider ce père à pouvoir vivre sa peine. Je lui ai conseillé d'aller voir un psychologue. Mais... Si je peux vous rassurer, il y a toujours un moment où ce système de défense ne peut plus être actif. Et donc, il y a une forme d'effondrement. Ce n'est pas ce que je souhaite à ce père, mais ça prend la forme d'angoisse, de dépression, etc. Et c'est à ce moment-là que peut-être ce père pourra entendre sa peine. Voilà, moi je me suis fait aider. Et autre chose, alors je suis sur mon, excusez-moi, je suis sur mon arbre généalogique depuis des années et j'ai constaté que chez les ascendants plus anciens, les enfants prénommés Antoine mouraient en bas âge. Donc je trouve que mon neveu est né avec une maladie génétique qu'on a prénommé Antoine. Est-ce que vous pouvez trouver est-ce qu'il peut y avoir un lien? Le lien, vous le faites. C'est qu'il y a le... Mais c'est une maladie génétique, je ne peux pas savoir. Non, mais bien sûr, madame. Je ne peux pas savoir, c'est une maladie qui peut remonter jusqu'à 10 générations. Excusez-moi, je suis... Oui, ce qui se passe régulièrement, c'est que quand on a un prénom comme ça qui se répète, où ce prénom est très marqué familialement par des drames, il y a forcément quelque chose qui se joue quand on veut donner ce prénom à nouveau à un enfant. Et on risque de provoquer par sa propre angoisse une problématique. C'est très difficile pour moi mais mon frère ne savait pas tout ça. Hein. Il ne savait pas qu'il y avait des Antoine. On ne sait jamais, c'est ça le problème. Si vous voulez, c'est très difficile pour moi de répondre parce qu'il faut vraiment rentrer dans l'histoire familiale pour vous répondre plus précisément. Mais ce qui est important, c'est que ces prénoms sont très chargés et si on veut redonner ces prénoms, même si on ignore qu'ils ont été portés par des morts ou des personnes qui ont beaucoup souffert, eh bien, il y a quelque chose d'une dynamique qui s'est mise en place. Bien sûr, bonsoir. Bien sûr que le problème génétique, c'est difficile de penser qu'on le provoque, et c'est pas ce que je dis du tout. Mais il se trouve que ça se répète, on dirait. Alors, la première des choses à éviter là, c'est qu'il y ait l'idée d'une malédiction. Vous voyez? Voilà. Et donc, la première aide que l'on peut apporter à la famille, c'est de dissocier tous ces événements. L'Antoine qui naît est un Antoine nouveau, qui n'a aucun rapport avec les autres. Il ne peut avoir un rapport avec les autres que si quelqu'un projette sur lui quelque chose de négatif, dans le sens où il y a une souffrance qui a besoin de se parler. Voilà. Donc la première des choses, c'est de dissocier tous ces éléments qui, mis bout à bout, semblent faire porter sur ce nouveau-né une sorte de déterminisme dramatique. Merci. Oui, vous aviez une question? Je voulais savoir pour un enfant, à partir de quel âge on peut l'emmener, enfin un jour, s'il y a un âge minimum à respecter, pour emmener voir une tombe dans un cimetière, quand on a perdu un proche, il n'y a pas connu. Alors, la mort n'est pas contagieuse. Donc, à partir de là, la mort fait partie de la vie. Et donc, ça doit être parlé, vécu, montré. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'amener tous les jours un enfant au cimetière, parce que là, ça va interroger l'enfant et ça va montrer quelque chose d'un peu étrange. Mais un enfant peut aller au cimetière, ça ne va pas le traumatiser. À partir du moment où on rend hommage à ceux qui sont partis, ça va l'aider à se construire. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, quand ce sera l'âge, entre 3 et 7 ans, c'est là où on intègre la mort, il pourra penser que quand on est mort, on n'a pas disparu. D'accord? On n'a pas disparu. Et on est toujours présent dans l'esprit de ceux qui nous ont aimés. C'est la meilleure façon d'intégrer la mort. La mort s'intègre très très progressivement et avec ces actes mis bout à bout.
Donc, amener les enfants au cimetière, ça ne leur fait pas de mal, ils vont jouer sur les murs. Moi, spontanément, j'ai pensé ça, donc je l'ai amené assez tôt. Il m'a surpris quand même sur place par ses questions en cherchant la porte. Bien sûr, parce que et voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Vous interagissez avec votre enfant qui vous pose des questions et vous allez pouvoir lui répondre. Et vous répondez de la manière la plus simple, c'est-à-dire que vous lui demandez qu'est-ce qu'il en pense de la question, enfin, qu'est-ce qu'il pense de la question qu'il vous pose. C'est-à-dire s'il vous demande par exemple où il est, celui qui est mort, là où il est, si vous ouvrez la porte pour entrer, pour aller le voir, posez-lui d'abord la question, si vous êtes en difficulté, demandez-lui, toi tu en penses quoi? Il est où? Voilà. Et puis à partir de là, selon sa réponse, ben, vous enchaînez et vous rajoutez quelque chose qu'il peut entendre. Tout simplement, il faut que ce soit très simple. Oui? Moi, je voulais vous demander, pour les personnes qui ont subi des épreuves et qui ont développé ce qu'on appelle le phénomène de résilience, est-ce que leur douleur donc, ne s'est pas enquistée? Est-ce que c'est une attitude de défense qui ne peut être que transitoire et que forcément après, ça va retomber? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, très souvent, on parle à tort de résilience quand une personne a subi de grandes épreuves et malgré tout a une réussite sociale. La réussite sociale n'a aucun rapport avec la résilience. Ah non, mais j'entends bien, je commence juste à répondre par ça. Parce qu'on confond souvent les deux. Donc on peut avoir des personnes qui sont complètement enquistées, qui sont dans une souffrance absolue, mais qui ne montrent rien. Et donc on peut dire qu'ils sont résilients. En fait, il n'y a pas de résilience là. Il y a simplement un mécanisme de défense qui protège et qui va permettre des investissements sociaux, etc. Mais c'est tout. Et il y a une souffrance qui va être payée par les proches. Maintenant, la vraie résilience, c'est une résilience qui passe par un tuteur de résilience, c'est-à-dire quelqu'un qui permet de remettre de l'affectif là où la personne qui a souffert a manqué d'affection, a manqué d'un soutien pour pouvoir parler de sa peine, dire sa peine et l'élaborer. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il y a une résilience, mais la résilience passe par l'émotionnel, la résilience passe par l'acceptation que la douleur restera de toute façon une cicatrice active et qu'on se construit avec ce manque, avec cette histoire vécue et qu'on en fait quelque chose. Voilà, c'est une différence quand même majeure. Je vais devoir interrompre parce que le bloc théâtral va fermer. Il y a juste un mot avant que vous partiez, enfin 2 mots. Si la conférence vous a intéressé, vous pouvez acheter les autres conférences précédentes, là, à l'entrée. Et au mois de mai, il y a un café psy au bistrot du cours. L'entrée est libre sur l'amour qui fait mal. À bientôt. Merci.